Bah écoutez, bienvenue, merci d'être là. Donc Mélina Nabhan et Boris Baum. Merci à vous. Ça va être dur de parler à chaque fois, ça va être compliqué. Donc on est là pour parler de votre tout nouveau documentaire Damascus, donc qui porte bien son nom puisqu'il s'agit de couvrir la vie en Syrie, mais vous voulez montrer autre chose que ce que les caméras des médias nous montrent, à savoir oui il y a la guerre, mais il y a surtout de la vie et de l'espoir. Alors la phrase que vous utilisez c'est "Well, the hope is the only thing that's left". C'est ça, donc c'est la seule chose qui reste. Mais vous êtes politologue à la base, donc rien à voir. Comment, pourquoi, avec qui? Donc justement, on va dire, ça a été un long voyage quand même avant d'arriver à la création, on va dire, d'un documentaire. Donc moi, je suis d'origine syrienne, belge et syrienne, mais j'ai grandi donc à Damas. Et maman marocaine. Et maman marocaine aussi. Je me suis dit, est-ce que je vous perds dans tout ça, dans toutes ces différentes identités non, voilà. Ah bah parfait. On comprend tout à fait. Hein. Donc c'est vraiment un gros mélange de toutes ces différentes identités. Donc voilà, je suis à la fois belge, syrienne, marocaine. J'ai grandi donc ici. Je suis née ici, j'ai grandi à Damas. J'ai un peu vécu au Maroc aussi à un moment. Donc il y a eu tout ça à Casablanca. D'accord. Et donc voilà, ces trois villes me touchent, ces trois pays aussi me touchent. Donc voilà, fatalement avec ce qui s'est passé donc, actuellement, donc, ce qui se passe depuis 7 ans en Syrie. Voilà, je suis personnellement très touchée par la situation. Et donc je faisais pas mal d'allers-retours vu que comme je viens de dire, je suis là et là. Donc voilà, en étant en Belgique, je pense à la Syrie, en étant en Syrie, je pense à la Belgique. Quel déchirement. C'est vraiment, c'est vraiment terrible de voir tout ça et d'être complètement impuissant. Et en fait, je crois que c'est ça qui a vraiment poussé à s'impliquer en essayant de créer quelque chose pour déjà tenter d'alléger aussi propre souffrance. Et à la fois, quand on voit ce qui se passe là-bas et quand on parle aux gens et qu'on voit que eux le vivent au jour le jour, et comment ils continuent d'avancer avec ça et cette force que eux-mêmes transmettent, c'était quelque chose vraiment d'indéfinissable. J'arrivais pas à transmettre juste par les mots au final cette force, parce qu'à chaque fois donc, je faisais des allers-retours, quand je revenais, j'essayais d'en parler d'une manière ou d'une autre, d'essayer de transcender au final des questions très terre-à-terre politique et parler vraiment plus des gens qui la vivent et qui, eux, n'ont aucun contrôle sur la situation. Le seul contrôle qu'ils ont, c'est de continuer à avancer. Et justement, donc, l'idée a commencé un peu comme ça, en se disant, ok, j'ai écrit quelques témoignages, quelques articles, et toujours d'un point de vue très personnel. Et je pense que ça a permis aussi à certaines personnes de se retrouver aussi dans ça, parce qu'au final, voilà, quoi de mieux pour nous parler d'un être humain que de parler d'autres êtres humains. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup ça. C'est ça qui est dommage. On ne voit pas, on sait qu'il y a des humains parce qu'on parle de pertes, on parle de réfugiés, mais on ne connaît pas l'histoire de ces gens et c'est ce que vous voulez montrer aussi. Oui, tout à fait, ça donne un visage. Il y a des personnes qui sont simplement des chiffres comme voilà, c'est ça. C'est des statistiques. Ça humanise un peu. Et pour toi qui étais extérieur, du coup, parce que toi, c'est un documentaire thérapeutique en fait, hein, que tu fais pas pour toi, mais pour plein de gens en fait. Pour beaucoup de gens, c'est thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est confronté à voir en vrai, mais avec des vrais gens qui ont des émotions, des sentiments, des enfants, etc. Ce sont des vrais enfants, mais donc tu le vis quand même de l'intérieur et c'est pour une communauté. Alors pour toutes les communautés, hein, puisque tout le monde est touché de près ou de loin par ce qui se passe, mais pour toi, qui ne le vivais pas de l'intérieur, comment ces rencontres se sont faites? La rencontre, elle s'est faite quand Myrna revenait justement de Damas. Elle est venue avec quelques images, puis c'est elle qui a ressenti la profonde nécessité de raconter cette histoire-là. Et en montrant les premiers rushs, c'était au tout début, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est dégagé au-delà des histoires politiques et de la guerre. C'était vraiment quelque chose sur l'humain qui était très étonnant. Et c'est vrai qu'on se sent un peu bête quand on voit tous ces gens, qu'on commence à poser des questions, à s'intéresser au sujet, parce qu'on a une image un peu faussée en fait au départ. À travers de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut imaginer d'une part et ce qu'on peut voir du conflit d'autre part, à travers les médias notamment, ça nous donne une image un peu fausse en fait. Je pense en général dans des situations de conflit, on imagine toujours la guerre comme quelque chose, c'est terrible en effet, et on se focalise toujours sur, voilà, comme disait Boris, sur les pertes, sur tout ça, mais on oublie que dans la guerre, il y a quand même aussi encore beaucoup de vies malgré tout. C'est paradoxal parce que
c'est un vrai paradoxe en fait. Il y a la vie et la mort, et donc C'est on oublie la vie parce qu'il y a la mort, mais en même temps on se doute bien que s'ils sont morts, c'est qu'il y avait des êtres humains. Absolument. Donc ouais. c'est bizarre de pas... Ça me paraît bizarre, et en même temps je peux le comprendre, Mhm. de se dire, ah ben finalement on veut lui montrer un visage humain et on est choqué parce qu'on apprend. Ouais, ouais. C'est bizarre, enfin je sais pas, je suis en train de me perdre dans ma... c'est Ouais. l'enfer, Non, mais je comprends. mais tu comprends Ouais, ouais, je comprends. comment on peut oublier en fait que ce sont des humains, comment on peut être choqué parce qu'on voit des visages. Je crois que c'est une capacité aussi cérébrale, du cerveau, quoi, qui permet d'accepter certaines choses qui sont inacceptables. Et c'est aussi ce que raconte le film, parce que c'est le parcours que fait Myrna à travers ce film, de se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent s'adapter à une situation aussi extraordinaire soit-elle et aussi horrible soit-elle. On arrive quand même à s'y adapter, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché à la vue de ce film, à la vue de ses premiers rushs. Après, on a travaillé ensemble. Mais je trouve que c'est une des forces du film, au-delà de là où ça se passe et de la situation dans laquelle ça se passe, c'est qu'est-ce que ça raconte sur nous, sur l'humain, sur ce qu'on est capable de faire. Sur la résilience, Ouais. alors on reprenait une citation de Lacan, finalement, que vivre, c'était aussi apprendre à oublier. Et donc, mais ça va au-delà de ça, c'est non seulement ils oublient, mais ils en font une force. Et c'est pour ça que vous avez pris c'est un psychiatre qui parlait, pour explorer, qui a exploré la thématique de la résilience. Et grosso modo, c'est la résilience que vous montrez dans le film. Oui, mais qui est sorti, en fait, le thème est sorti de lui-même, au final. Donc, c'est pas... Pour aller filmer, c'est pas du tout un angle qui était en tant que tel. Moi, c'était vraiment beaucoup plus, au tout début, c'était l'espoir, parce que voilà, c'est quelque chose qui pousse vraiment dans toutes les situations, même dans les endroits les plus sombres. L'espoir, c'est ce qui permet de se dire, ok, demain, ce sera peut-être mieux. Et en fait, la résilience, c'est arrivé, moi je connaissais pas ce terme en fait, et c'est vraiment en voyant ces gens qui eux-mêmes me donnaient beaucoup de force, moi-même quand à certains moments j'étais là, comment est-ce ils arrivent à tenir dans une situation pareille, ils me disaient mais ça va aller, ce sera mieux. C'est assez dingue de le vivre vraiment. Donc c'est quoi la résilience pour vous? Est-ce que vous pouvez donner une définition de la résilience telle que vous l'avez vécue? Parce que c'est un mot qui est super à la mode de nouveau et qui est galvaudé. Et je sens bien qu'il est détourné et on en a encore plus la conviction quand on regarde le documentaire. Est-ce que vous pourriez approcher une définition empirique de la résilience? Ce que tu dis. Non mais elle est empirique, on dit bien qu'elle est empirique, oui, donc voilà. Mais c'est la vôtre. Moi je pense que la résilience c'est ça, c'est juste se dire ok, j'ai pas de contrôle sur cette situation, je ne peux rien faire, la seule chose que je peux faire c'est de continuer ma vie, tant bien que mal, avec ce qu'il y a autour de moi. Et je vais essayer d'avancer et de pas juste survivre, mais vivre. Donc moi je pense que c'est ça. Moi, ma propre définition, comme vous l'avez dit, voilà, ça a été galvaudé, c'est mis un peu à chaque fois, voilà, c'est le mot à la mode en ce moment. Moi, comme j'ai dit, c'est pas un thème que j'avais pris de base, qui s'est juste imposé par les histoires qui sont sorties et les témoignages à force de parler avec les gens. Et c'est que ici, quand on a commencé à en parler, on dit ah bah tiens, mais c'est vraiment, donc ça rentre dans ça. Cette définition de la résilience, elle vient après un traumatisme. Et pour toi, qu'est-ce que c'est? La résilience, pour reprendre, c'est ironique plutôt, c'est vrai que il y a plusieurs niveaux de résilience. Parfois, on peut avoir un micro-conflit qui est en nous, quelque chose qu'on a vécu qui paraît sans importance, mais qui peut avoir d'énormes conséquences sur nous, sur notre manière de se construire. Parfois, ça peut être des énormes chocs avec lesquels qu'on va surmonter grâce à cette capacité-là. Donc, c'est vrai que c'est dur de généraliser, c'est vrai que ça reste un concept. Pour moi, à travers ce film notamment, c'est vraiment quelque chose qui est lié à notre espèce, quelque chose qui est lié parce que on parle là d'un pays, mais ça vient vraiment dans toutes les cultures, on retrouve ça, cette capacité de l'homme à s'adapter. On va pas rentrer sur Darwin et tout ça, mais c'est vrai que mais pourquoi pas, on est là. Mais c'est vrai que c'est une force innée, c'est une force naturelle qui permet de s'adapter à une situation, à toute situation, et de continuer d'avancer, à évoluer, de continuer à s'adapter. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de l'adaptation, le fait dans cette notion, dans la définition de la résilience, et de ce que je peux même constater à la vue du documentaire, la capacité de découvrir un autre trésor que ce qu'on avait en nous. C'est-à-dire, en fait, de découvrir. C'est horrible, c'est une tragédie, c'est un traumatisme, mais en étant dans cette profonde vision de la résilience, on va chercher et découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas en nous. Mais justement, je pense que eux-mêmes, si on leur dit que qu'ils sont résilients, je pense pas qu'ils en soient conscients. Et c'est justement, ça passe par étapes, je pense. C'est pas du jour au lendemain où cette situation est arrivée et ils se sont dit on va avancer. Ça passe par vraiment des cycles non-stop en plus. Donc ils peuvent être un jour
plein d'espoir, enfin, et une minute après, complètement fataliste et complètement cassé par autre chose, et puis hop, ça repasse, et je pense que voilà, c'est, comme vous l'avez dit, c'est des mécanismes au final dont on n'a pas conscience, qui se mettent en place, et qui juste, voilà, se disent, ok, c'est comme ça, j'avance, après je retombe peut-être et je vais me relever, certains n'arriveront pas à se relever peut-être, d'autres vont arriver, et c'est ça. D'autres vont aller plus loin. D'autres vont aller plus loin, tout à fait. Je pense que voilà, après c'est très lié aussi à la personnalité de chacun. Dans le documentaire, on voit bien, il y a des différents degrés aussi, donc au niveau de la souffrance et comment chacun essaye de justement, j'ai le mot en anglais, même pas en français, là, de dealer avec la situation. Font avec. Voilà, de chacun. Et on les voit. Il y en a, ils sont dans un salon non, c'est pas un salon de coiffure. C'est un salon de coiffure, j'étais plus sûre. C'était un salon de coiffure et donc, c'est une enquête. C'était tout près celui-là. Et puis voilà, puis ils sont sur leur téléphone, c'est particulier. Hein. Cette scène en particulier, je trouve que c'est. Parce que Myrna, au tout début, quand. Je crois qu'elle est allée quelques fois prendre quelques images. Voilà. Et au départ, elle était très, très choquée, surprise de voir que ses amis, ses proches ou des personnes qu'elle a rencontrées, qu'elle ne connaissait pas forcément, s'étaient adaptés à cette situation. Et je me rappelle très bien, parce qu'au départ, il y avait ce choc de se dire comment est-ce que ces gens qui pourraient être moi, en fait, tout à fait. Ont arrêté d'entendre les obus tomber, se sont adaptés à quelque chose de pareil. Et c'était quelque chose de profondément choquant, avant même qu'on parle de résilience. Et à la suite de ces voyages et des images qu'elle a pu faire, et en fait, je trouve que le film raconte, dis-moi si je me trompe, mais raconte aussi ce cheminement que toi tu as fait. Bien sûr, tout à fait. Et comment toi tu as arrêté d'entendre les toi, tu peux expliquer comment toi tu as arrêté d'entendre Moi, en fait, justement, c'est assez particulier comme moi, je le vis pas au jour le jour comme eux, mais j'y retourne souvent. Et donc voilà, c'est un nouvel environnement sonore, un nouvel environnement visuel que tu vois dans cette ville qui a changé, les gens qui ont changé aussi au final parce que eux se sont habitués. On sent qu'il y a un fossé en fait, qui se creuse entre ceux qui sont restés, ceux peut-être qui sont partis comme moi et qui reviennent de temps en temps, et donc qui voient au final la guerre frontalement, mais à la fois qui ne la vivent pas comme eux. Et justement, moi je sursaute encore quand j'entends ça, même en restant quelques semaines et tout. Et je pense que moi je me disais au début, non, je ne veux pas m'habituer à ces bruits-là parce que ça veut dire que je veux accepter la violence. Exactement. Vous le dites, à un moment donné, il y a une capacité à accepter la violence comme telle. Et moi, ça m'a fait peur, cette phrase. Mais c'est ce contre quoi tu résistais. Exactement. En fait. Mais après, je pense que si j'étais restée plus longtemps, à chaque fois, par exemple, à la place d'un mois, rester, je sais pas moi, 4-5 mois, je pense que ce mécanisme, ça partirait tout seul et tu t'y habitues, tout simplement, tu t'y habitues. Et il y a quelqu'un qui le dit d'ailleurs dans le documentaire, qui dit au début, on entendait tout ça, on était effondrés, on était tous, et il s'habitue au fur et à mesure, il s'habitue à l'horreur, et elle dit, on a peut-être perdu une partie de nos émotions, on espère qu'on les retrouvera, et c'est très, très, très... C'est dur, hein. C'est très dur d'entendre ça, justement, et de se dire, ok, et après, en fait, une fois que, la guerre est finie, le conflit... Qu'est-ce que vont devenir ces enfants c'est l'impact de la guerre sur une société en fait. Non mais c'est vraiment une question très, très, très importante parce que c'est quoi l'avenir d'un pays? C'est ça justement, c'est savoir comment se relever après donc une épreuve pareille. Comment est-ce que ces gens vont pouvoir, ces enfants, ces femmes, ces jeunes, vont pouvoir construire au final tout ça en ayant connu la guerre, regardé la guerre dans les yeux au final aussi, parce que c'est devenu leur quotidien malheureusement. Il y a 7 ans, c'était pas comme ça, ils ne savaient pas reconnaître une roquette ou un obus, ils n'étaient pas habitués à entendre des bruits de bombardement. Ils sont devenus experts en armement. Oui, c'est dingue. Moi, j'ai entendu des enfants qui savent exactement reconnaître les bruits des avions, ils savent reconnaître les bruits des roquettes, ils savent compter où est-ce qu'elles est tombée. Enfin, des trucs vraiment incroyables. Ils ont mûri vite aussi. Ils ont grandi trop vite, ouais. Cette jeune fille qui te fait quelque part une leçon de vie. Au départ, c'est quelque chose. Enfin, je me souviens, il y a ce passage où c'est très naïf, et puis finalement, quand on entend des mots d'un enfant, des choses profondes, des choses qu'on met normalement du temps à construire. Moi, ça m'a assez bouleversé quand même. Je pense que ce genre de situation refait sortir autant le pire de l'être humain que le meilleur aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut garder de ça, nous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous transmettre ? Moi, ce que j'ai envie, c'est que leurs histoires puissent toucher ici et faire, juste montrer que ces gens ont aussi une vie, ont aussi des aspirations,
On a tous les mêmes aspirations au final, c'est de vivre en sécurité, de voir nos enfants grandir dans des bonnes conditions, de vivre tout simplement, et que voilà, qu'on soit donc en Syrie, en Afghanistan, à Bruxelles, à Tombouctou, peu importe, je pense que c'est quelque chose vraiment d'universel. Et c'est voilà, de montrer que c'est pas parce que c'est pas juste un pays de conflit, il y a des histoires individuelles qui forment la grande, et que tout ça c'est vraiment universel parce que voilà, c'est l'être humain au final. Donc, on n'a pas de pouvoir sur ça, on est impuissant. La seule force qu'on a, c'est justement de continuer à espérer, de continuer à avancer, de se dire que ok, ma seule force, ma seule arme, c'est juste de vivre, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais, Tu confirmes? donc, Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.